Le pic de la Neblina, qui culmine à 3040 mètres, se dresse au plus profond de la forêt amazonienne, aux confins des territoires du Brésil et du Venezuela. Il n'a été découvert qu'en 1950. Presque toujours enrobé de brume, Neblina signifie nuage, il était jusqu'alors resté invisible du ciel. Quant à l'accès au sol, il est très difficile en raison du relief et de la distance à parcourir en pleine forêt vierge. Ajoutons que les Indiens Yanomami, qui peuplent la région, ont la réputation d'être aussi farouches qu'hostiles aux voyageurs. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, les abords de la Neblina demeurent largement inexplorés. C'est là, en 2007, qu'un chercheur suisse allait faire une découverte extraordinaire. Il y a eu la conjonction de deux hasards. C'est-à-dire que j'étais depuis quelques mois au Brésil, dans la région de Manaus, pour mes recherches sur la transmission orale et musicale de la mémoire chez les peuples indigènes. Mais j'ai vite réalisé que les tribus des environs étaient déjà trop affectées par la civilisation occidentale. Même dans des villages reculés, en pleine forêt, on trouve des transistors, des DVD à piles. Il me fallait trouver des populations qui soient encore préservées, à l'écart du monde moderne. Mais ce qui a déterminé la suite de mon périple, c'est un vase en terre cuite, que j'ai remarqué dans la boutique d'un antiquaire de Manaus. Il faut préciser que Denisard se passionne pour la théorie du célèbre physicien Georges Jarpak, selon lequel un vase, placé sur un tour et décoré d'un sillon en spirale, avec une pointe, peut enregistrer les vibrations et donc le son à la manière d'un micro-sillon. Selon cette théorie, que la plupart des archéologues considèrent comme farfelue, certains récipients, ainsi ornés, pourraient être, pour peu qu'on trouve le moyen de les lire, les premiers enregistrements sonores de l'histoire. Le vase que j'ai vu par hasard à Manaus m'a tout de suite frappé, parce que sa forme et son décor en sillon avaient toutes les qualités pour l'expérience de Jarpak. J'ai questionné l'antiquaire, il ne savait plus très bien d'où venait cet objet, mais il lui semblait que c'était Yanomami. Ça m'a paru très bizarre, parce que ces chasseurs-cueilleurs qui vivent très loin de Manaus, dans une zone reculée de la forêt amazonienne, ne font pas de poterie. Bref, comme de toute façon mes recherches sur la tradition orale nécessitaient de rencontrer des populations à l'écart du monde moderne, j'ai décidé de me rendre chez les Yanomami. C'était un pari risqué, car eux sont tellement à l'écart du monde moderne qu'il peut même être dangereux de pénétrer leur territoire. Sans compter les maladies, les difficultés du voyage, les jours de pirogue, les marches pleines jungle. Mais guidé par un Indien, j'ai fini par arriver sur le territoire des Yanomami et entrer en contact avec eux. Ça a été assez difficile au début, mais en définitive, ils nous ont accueillis sans trop d'hostilité. Après avoir passé par divers rituels initiatiques, Denisard a pu partager la vie de plusieurs communautés durant plus de 3 mois et recueillir leurs chants traditionnels. Comme prévu, il ne vit jamais la moindre poterie dans les chabonneaux, nom indigène désignant les abris communautaires en cercle typiques des Yanomami, jusqu'au jour où Denisard gagna la communauté la plus reculée, presque au pied du massif de la Neblina, éloigné d'à peine 3 jours de marche. À peine arrivé dans ce chabonneau, j'ai vu dans la zone réservée aux chefs plusieurs morceaux de poterie faits autour, réunis dans un panier. J'en ai vu d'autres suspendus comme des pendeloques au cou des femmes. Ce qui était clair, c'est que ce n'étaient pas les Yanomami qui avaient fabriqué les récipients dont provenaient ces tessons. J'ai essayé d'en savoir plus, mais pas moyen. Personne ne voulait me répondre. Mais, quelques jours plus tard, alors qu'il étudie et enregistre les chants de cette communauté, Denisard découvre une piste. L'un des chants, en effet, évoque un étrange rituel d'initiation amoureuse. Une fois traduit, ça donne à peu près ceci. Je ne penserai pas à la vallée puante pour ne pas réveiller les esprits. Je n'irai qu'une fois là-haut, dans la vallée mortelle,
ramener à ma promise un éclat de pierre si beau dans la vallée stupide. J'ai compris que ce qu'ils nomment des éclats de pierre sont en fait les tessons de poterie, et que pour prouver leur bravoure, les jeunes chasseurs en âge de se marier vont les chercher dans une vallée qui manifestement leur inspire de la terreur et même du dégoût. Une vallée qui doit se trouver dans le seul massif montagneux à la ronde, la Neblina. Christian de Nizar pressent une découverte extraordinaire, mais aucun des Yanomami n'accepte de le guider jusqu'à cette vallée. Au reste, il n'a plus guère de temps devant lui et doit prendre le chemin du retour. Rentré en Suisse, de Nizar raconte son histoire à ses collègues archéologues de l'université de Lausanne. Ça avait l'air complètement fou. Au départ, c'était vraiment improbable. On connaît bien les poteries des grandes civilisations des Andes, les Incas, les Chimú, les Nazca et bien d'autres. Mais là, trouver de la poterie au fond de l'Amazonie, à 2000 km des Andes, alors ça, c'était totalement improbable. La fabrication de poterie, évidemment, implique une société déjà beaucoup plus structurée, organisée, agricole, donc très différente de celle des Indiens chasseurs-cueilleurs qui peuplent ces régions habituellement. Donc, si de Nizar avait raison, on n'était pas loin de trouver une civilisation totalement inconnue et dans un endroit vraiment inattendu. Et ça, c'était vraiment intéressant et totalement sidérant. José Bernal ne tarde pas à projeter une reconnaissance sur place avec un groupe de collègues rapidement gagnés par son enthousiasme. Christian de Nizar fera aussi partie du voyage. C'est lui qui doit faciliter le contact avec les Yanomami. Et l'année suivante, tout un groupe d'archéologues lausannois part pour la Neblina. Bien sûr, on était un peu loin de l'archéologie gallo-romaine dont je m'occupe habituellement, mais un tel voyage, ça ne se refuse pas. Et en plus, je connaissais déjà un peu l'Amazonie. Bon, ça a été, il faut le dire, ça a été difficile d'arriver jusque chez les Yanomami, et encore plus difficile, plus éprouvant, d'arriver jusqu'au dernier Chabonneau, le plus lointain pour nous, celui qui est le plus proche du massif de la Neblina. Alors évidemment, dès qu'on est entré dans le village, on s'est tout de suite penché sur les tessons de poterie qu'avait repéré Christian de Nizar l'année auparavant. Et on a tout de suite vu que c'était effectivement de la poterie, il y en avait bien, que les tessons et les décors étaient très variés, que tous ces tessons étaient dépareillés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de collage possible entre eux, et que les cassures étaient usées, ce n'étaient pas des cassures fraîches. Donc l'hypothèse d'une société, d'une civilisation précolombienne disparue dans les environs commençait sérieusement à prendre corps. Le plus compliqué dans tout ça, ça a été de convaincre un Yanomami de nous accompagner sur les lieux où ils vont chercher ces tessons. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de discussions, mais bref, en fin de compte, c'est un jeune chasseur nommé Iyibo qui a fini par accepter de nous guider. Sous la conduite de Iyibo, le groupe met 3 jours à gagner les contreforts de la Neblina et 3 autres jours à gravir ses pentes en se frayant un chemin à travers une végétation très dense. Et au cours de ce 3e jour, la récompense est là. Je me souviens de ce moment, vraiment, c'était incroyable. Vraiment, on n'y croyait pas. On se demandait si c'était pas quelque chose de naturel au départ, et puis en s'approchant, on a découvert qu'il s'agissait d'un véritable mur construit avec des grosses pierres, des assises bien régulières, des pierres de calage. C'était fou, vraiment. Une construction pareille à cet endroit-là, c'était vraiment inattendu. Alors évidemment, on était tout excités, mis à part notre guide Iyibo qui, lui, paraissait plutôt inquiet. La preuve est désormais faite qu'une ancienne civilisation a bel et bien existé au cœur de la Neblina. L'équipe, dont la mission ne visait qu'à vérifier cette hypothèse, savoure le succès. Mais l'Indien Iyibo, étrangement nerveux, veut à tout prix poursuivre l'ascension. Après une nouvelle marche courte mais éprouvante, une autre surprise est au rendez-vous.
On a débouché sur un immense espace sans aucune végétation, près d'un plan d'eau, de la terre, de la roche nue, comme s'il y avait une catastrophe à cet endroit. C'était un désert total, un paysage quasiment lunaire. C'est à ce moment-là que Yibo s'est arrêté. Il a balayé le paysage du bras comme ça et il a dit d'une voix basse Brazoul. On ne sait pas précisément ce que veut dire ce terme Brazoul, mais c'est comme ça qu'on a pris l'habitude d'appeler cet endroit. C'est là que les Yanomami venaient chercher les tessons de poterie, et on en a d'ailleurs trouvé beaucoup en surface. Bon, à ce moment-là, on n'était pas vraiment équipé pour une fouille proprement dite. D'ailleurs, ce n'était pas le but de notre voyage. Mais à ce moment-là, on savait déjà qu'on allait y revenir. De retour en Suisse, on a passé plusieurs mois à planifier ce projet. C'était compliqué, il a fallu bien sûr obtenir l'autorisation des autorités du Venezuela et aussi du Brésil, parce que le site se trouve en zone frontalière et la situation n'est pas très claire sur place. Et puis il fallait trouver le moyen d'acheminer sur les lieux tout le matériel nécessaire pour faire une fouille archéologique. Et finalement, après bien des tractations, on a pu bénéficier du soutien logistique de l'armée du Venezuela. Une année environ après sa première reconnaissance, l'équipe lausannoise retourne donc sur le site de Brazoul pour y pratiquer plusieurs sondages archéologiques. Et malgré la surface restreinte de ces sondages, d'abondantes trouvailles sont mises au jour qui permettent de se faire une idée de l'histoire de Brazoul. Une histoire tragique. Cette première campagne de fouilles a duré 2 mois. Et en fait, on n'a exploré que de très petites parties du site. C'est donc bien peu pour avoir des certitudes. Il y a des pans entiers de cette société brésilienne qui nous échappent encore totalement. Mais notre premier travail d'échantillonnage sur le site a permis de dégager quelques grandes lignes sur la chronologie de cette civilisation. La première chose qui frappe les fouilleurs est l'extraordinaire abondance de la poterie. Ils recueillent des récipients entiers, parfois encore intacts, et des milliers de tessons. En étudiant leur répartition et leur évolution dans les couches de terrain successives, ils élaborent une ébauche de datation. Alors il y a une première phase, le Brésilien ancien, qui est assez comparable à ce qu'on connaît dans les Andes. Donc on a affaire à une société structurée qui pratique l'agriculture, combinée avec de la chasse et de la pêche, et qui construit des maisons en pierre. Il faut dire que c'est un matériau qu'on retrouve abondamment dans ces régions montagneuses. Alors à cette période-là, la poterie est très variée, richement décorée, de très bonne qualité. D'après les analyses au carbone 14, pratiquées sur les nombreux charbons de bois trouvés dans les couches correspondantes, cette première phase, qui est d'ailleurs la plus longue, se développe grosso modo entre le 2e siècle avant notre ère et le 5e ou le 6e siècle de notre ère. Alors la phase suivante, le Brésilien moyen, dure peut-être une centaine d'années au maximum. Elle est marquée par une incroyable explosion de la production de poterie qui devient très standardisée et de moins bonne qualité. Enfin, la 3e phase, le Brésilien récent, constitué au 7e siècle, est marquée par la raréfaction drastique de la poterie, mal cuite et de très mauvaise qualité, puis par sa disparition totale. À la même période, il y a des traces de destruction et de combat, et ça marque la fin de l'histoire brésilienne. Que s'est-il passé dans la vallée? Quels événements catastrophiques ont-ils pu entraîner le déclin brutal et la disparition d'une civilisation florissante? Après avoir, une fois de retour en Suisse, analysé minutieusement les objets et les relevés de terrain, les chercheurs lausannois ont échafaudé une hypothèse. Il semble que les producteurs de poterie soient devenus de plus en plus puissants pour parvenir à occuper une position dominante dans la société au début du Brésilien moyen. Bizarrement, ils ont réussi à imposer à la population une consommation toujours plus grande de récipients.
Alors, ces récipients au brésilien moyen étaient fabriqués en masse, ils étaient très standardisés, ils étaient de moindre qualité, donc ils se cassaient plus facilement, il fallait les remplacer et évidemment ça stimulait la consommation. Mais le plus étrange, c'est qu'on a pu constater que les gens jetaient et cassaient volontairement des récipients qui étaient encore parfaitement utilisables, des récipients comme neufs, ils les cassaient. On a découvert un immense dépotoir au bord d'un étang où des milliers de vases brisés se superposaient en couches successives. Et à chacune de ces couches correspondait un certain type de décor, un certain type de vase. Donc, on a l'impression que les potiers ont réussi à imposer d'une certaine manière une sorte d'idée de mode à intervalles réguliers, peut-être au bout de 6 mois ou d'une année. Les gens jetaient tous leurs récipients et les remplaçaient par d'autres, de forme parfaitement identique, mais avec un nouveau décor. Tout à coup, on suppose que tel motif ou telle couleur devenait démodé, ringarde, on jetait et on se procurait la nouvelle mode, le décor dernier cri. Les fabricants, bien sûr, ont dû faire des affaires en or et renforcer encore leur pouvoir. Ce qui semble avoir été le cas au brésilien moyen pendant cette phase d'explosion de la production de poterie, c'est que la population, au bout d'un moment, travaillait, cultivait, chassait intensément, non pas pour satisfaire à ses propres besoins, mais pour pouvoir se procurer de plus en plus de récipients dernier cri. Une sorte de frénésie de consommation lancée et entretenue par les producteurs de poterie qui en tiraient directement profit aurait donc marqué la période du brésilien moyen. Mais avec quelles conséquences? Pour cuire des pots, il faut du feu, et donc du bois. Avec l'explosion de la production au brésilien moyen, les besoins en bois sont forcément devenus gigantesques. L'abattage des arbres s'est intensifié, accéléré de façon démentielle, sans que la forêt ait la possibilité et le temps de se régénérer. D'autant que les sols ainsi dégagés s'érodaient très rapidement, ce qui empêchait de les mettre en culture, par exemple. Accessoirement, on peut supposer que le gibier a dû déserter la région et en plus, certains vernis utilisés à certaines époques par les potiers du brésilien moyen contenaient des composants toxiques qui ont affecté, semble-t-il, les plans d'eau. Mais bref, à force d'abattage, la forêt a rapidement reculé autour de Brazul jusqu'à ce que tout le système s'effondre. Vous savez, la forêt amazonienne est sans fin, elle s'étend à des milliers de kilomètres tout autour de Brazul, mais quand on vit au milieu d'un espace défriché et qu'il faut 2 jours aller-retour pour aller chercher du bois à brûler, bah oui, ça s'effondre. Résultat, les gens trop nombreux se battent pour des moyens de subsistance devenus trop rares, et ça finit en guerre, en destruction, et c'est la fin de la civilisation. Depuis la fin brutale de Brazul, la forêt a presque entièrement reconquis le terrain jadis dévasté. Seule subsiste une surface désertique au sol trop érodé pour la végétation. C'est là, au cœur de l'antique Brazul, que les archéologues ont conduit leurs fouilles qu'ils espèrent prolonger au cours des prochaines années. C'est là aussi que les Yanomami, depuis des siècles peut-être, viennent chercher d'étranges éclats de pierres décorées, dans ce qu'ils appellent, non sans discernement, la vallée stupide.